Tout s'est joué en 4 minuscules minutes. À peine le temps d'un café tiède, et Donald Trump, fidèle à lui-même, venait de terminer une tirade cinglante contre Sébastien Lecornu et la stratégie française vis-à-vis de l'Ukraine. Assis, il dardait sur le premier ministre un regard mêlé de suffisance et de ce rictus si reconnaissable, l'arme favorite du dominateur, sûr de sa victoire. Il attendait, comme toujours, que l'autre courbe l'échine. Sauf que cette fois, rien ne se passa comme prévu. Lecornu se leva et prononça quelques phrases, suffisamment incisives pour glacer les veines de toute la délégation américaine. Ce ne fut pas un banal accrochage diplomatique. Ce fut l'instant exact où la France, version 21e siècle, affirma au monde qu'elle ne courberait plus l'échine devant personne. 15 septembre 2025, sommet du G20 à Buenos Aires. Dans l'esprit de Trump, ce rendez-vous était censé consacrer, encore une fois, la toute-puissance américaine. Depuis son retour triomphal à la Maison-Blanche, il rejouait les mêmes scènes. Pression maximale sur les alliés européens, critiques assassines, démonstrations de force. Et dans ce théâtre de domination, la France tenait le rôle principal de souffre-douleur préféré. D'autant plus savoureux que le locataire de Matignon n'était qu'un novice de 39 ans à la tête d'un pays en pleine tempête sociale. Trump, sûr de son effet, pensait assister à une reddition express. Il allait découvrir que ce premier ministre n'était pas venu pour se taire. Une semaine avant le sommet, dans ses bureaux de Mar-a-Lago, Trump préparait son attaque avec ses conseillers les plus proches. « Ce Lecornu est du menu frottant », disait-il en étudiant les dossiers de renseignement américains. 39 ans, aucune expérience internationale réelle, un pays qui brûle derrière lui. Il va craquer en 2 minutes. Le plan était simple. Attaquer publiquement la France sur l'Ukraine, montrer les contradictions de Lecornu, forcer Paris à s'aligner sur les positions américaines. Trump était certain du succès. Pendant 4 ans, il avait dominé Macron. Ce jeune premier ministre serait encore plus facile à manipuler. Mais Trump commit une erreur. Il ne comprit pas que Sébastien Lecornu n'était pas Emmanuel Macron. Le nouveau dirigeant français avait passé les derniers mois à observer la méthode Trump, à étudier ses techniques d'intimidation, à analyser ses faiblesses. Et Lecornu avait découvert quelque chose que peu de gens savaient. Derrière l'arrogance trumpienne se cachait un homme qui ne supportait pas d'être contredit publiquement. Le sommet commença routinièrement. Questions économiques, tensions commerciales, défis climatiques. Lecornu restait discret, écoutait, prenait des notes. Il avait l'air de quelqu'un qui apprenait de dirigeants plus expérimentés. C'était exactement ce qu'attendait Trump. À 16h30, Trump demanda la parole sur la session « Sécurité internationale et Ukraine ». « Mes chers collègues », commença-t-il avec ce ton paternaliste qu'il affectionnait, « nous devons parler clairement de la situation ukrainienne et des responsabilités de chacun. » Son regard immédiatement sur Lecornu. Tout le monde dans la salle comprit que ce serait une attaque personnalisée. Certains pays européens, je ne citerai pas de nom, mais vous savez de qui je parle, dit-il en fixant ostensiblement le premier ministre français. Ils prétendent soutenir l'Ukraine, mais leurs actions disent le contraire. Trump poursuivit son offensive méthodiquement. Chaque phrase était calculée pour humilier. Pendant que l'Amérique envoie des milliards de dollars et des armes sophistiquées, certains alliés se contentent de belles paroles et de promesses vagues. Le premier message était clair. La France ne fait pas assez. Nous avons des dirigeants européens très jeunes, très inexpérimentés, qui parlent beaucoup mais agissent peu. L'Ukraine a besoin de leadership, pas de discours. Le deuxième message visait directement Lecornu. Et pendant que ces dirigeants font de la politique interne, pendant qu'ils gèrent leur petite crise domestique, l'Ukraine saigne. Trump faisait référence aux manifestations bloquant la France. Peut-être que si certains passaient moins de temps à gérer leur grève et plus de temps à aider vraiment l'Ukraine, nous aurions déjà gagné cette guerre. L'humiliation était totale et publique. Trump termina par sa menace habituelle. L'Amérique ne peut pas porter seule le fardeau de la liberté européenne. Nos alliés doivent choisir. Soit ils assument leurs responsabilités, soit nous reconsidérerons notre engagement. Il retourna s'asseoir avec un sourire satisfait. Le plan fonctionnait parfaitement. Les délégations européennes regardaient Lecornu avec un mélange de pitié et d'attente.
Comment le jeune premier ministre français allait-il réagir à cette humiliation publique? Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Sébastien Lecornu se leva très lentement. Il ne demanda pas la parole, ne regarda pas le modérateur, se contenta de se dresser, posa ses mains sur la table et fixa Trump directement dans les yeux. La salle se figea. « Monsieur le président Trump », commença Lecornu d'une voix calme mais ferme. « Merci pour cette leçon sur l'engagement international. C'est particulièrement précieux venant du président d'un pays qui a tant d'expérience en la matière. » La première phrase sonnait polie, presque diplomatique, mais il y avait quelque chose dans le ton de Lecornu qui fit instinctivement se crisper Trump. « Vous parlez de leadership parfait. Puis-je vous rappeler quelques faits sur le leadership américain récent? » Lecornu ne quittait pas Trump des yeux. Qui a négocié le retrait chaotique d'Afghanistan laissant nos alliés sur place? Qui a abandonné les Kurdes de Syrie du jour au lendemain? Qui a menacé de quitter l'OTAN si les alliés ne payaient pas assez? Trump pâlit. Ce n'était pas la réaction qu'il attendait. Vous parlez de l'engagement français? Merveilleux. Voulez-vous que je vous rappelle l'engagement historique de la France, qui était aux côtés de l'Amérique quand vous n'étiez encore que 13 colonies rebelles? Qui vous a aidé à gagner votre indépendance contre la Grande-Bretagne? La leçon d'histoire était cinglante. Vous parlez de sacrifices financiers? Très bien. Savez-vous combien la France a dépensé pour l'Ukraine en proportion de son produit intérieur brut? Savez-vous combien de réfugiés ukrainiens la France accueille par habitant comparé aux États-Unis? Les chiffres étaient impitoyables. Vous parlez de leadership, mais où était le leadership américain quand il fallait construire une coalition européenne? Où était-il quand il fallait convaincre les pays hésitants? Lecornu fit une pause, laissant ses mots résonner dans la salle. « Et maintenant, vous venez nous donner des leçons sur nos crises internes. Parfait. Voulez-vous que nous parlions des crises internes américaines? » Trump essayait d'interrompre, mais Lecornu continuait sans pitié. « Combien de fusillades de masse cette année aux États-Unis? Combien d'Américains meurent faute d'assurance santé? Quel est votre taux d'incarcération comparé aux pays développés? Et peut-être préférez-vous qu'on parle de politique étrangère américaine? Qui a menti sur les armes de destruction massive en Irak? Qui a créé le chaos au Moyen-Orient? Qui a permis la montée de Daesh par ses interventions désordonnées? Chaque question était un coup de poignard. Et puis Lecornu posa la question qui changea tout. « Monsieur le président Trump, pensez-vous vraiment qu'un pays qui a élu 2 fois un homme accusé de 91 chefs d'inculpation peut donner des leçons de gouvernance au reste du monde? » Le silence qui suivit ces mots était assourdissant. Trump était devenu livide. Sa délégation regardait ailleurs, embarrassée. Personne ne s'attendait à une attaque si directe, si personnelle. « Mais ne vous méprenez pas, » continua Lecornu. « Je ne viens pas ici pour insulter l'Amérique. Je viens pour défendre la France et rappeler quelques vérités. » Trump essaya de reprendre la parole, mais Lecornu leva la main. « Laissez-moi terminer, Monsieur le Président. Vous avez eu votre temps. La France n'a de leçons à recevoir de personne sur l'Ukraine. Nous sommes en première ligne depuis le début. Nos soldats forment les Ukrainiens. Nos ingénieurs réparent leurs infrastructures. Nos diplomates négocient leur avenir européen. Et nous le faisons sans fanfare, sans message sur les réseaux sociaux, sans chercher les applaudissements. » Lecornu se rapprocha de son micro. « Vous voulez savoir la différence entre l'engagement français et l'engagement américain? La France aide l'Ukraine parce que c'est juste. L'Amérique aide l'Ukraine parce que c'est profitable. La France voit un allié à sauver. L'Amérique voit un marché à conquérir. » Et quant aux leçons de leadership, Lecornu marqua une pause théâtrale. Un vrai leader ne menace pas ses alliés. Il les inspire. Il ne les humilie pas en public. Il les respecte. Il ne fait pas chanter ses partenaires. Il négocie avec eux. Chaque phrase était comme un uppercut. « Monsieur le Président, vous dirigez la première puissance mondiale, mais vous vous comportez comme un autocrate de 3e zone. Vous avez la force, mais vous manquez de classe. Vous avez le pouvoir, mais vous n'avez pas l'autorité morale. » L'attaque était dévastatrice, et puis vint le coup de grâce. Savez-vous ce qui différencie un leader d'un tyran, Monsieur le Président? Un leader rassemble.
Un tyran divise. Un leader élève ses alliés. Un tyran les rabaisse. Un leader inspire le respect. Un tyran impose la peur. Alors dites-moi, Monsieur Trump, quel genre de dirigeant êtes-vous? Trump essaya de se lever pour répondre, mais sa voix tremblait de rage. « Comment osez-vous, les États-Unis » Mais le cornu ne lui laissa pas finir. « J'ose, Monsieur le Président, parce que je représente la France. Et la France n'a jamais eu peur de dire la vérité au pouvoir, même quand ce pouvoir s'appelle États-Unis d'Amérique. » Le président du groupe des 20 essaya de rétablir l'ordre, mais l'atmosphère était déjà irréparable. Le cornu retourna calmement à sa place, croisa les bras et attendit. Trump restait debout, livide, cherchant ses mots. Pour la première fois de sa carrière politique, le maître de la provocation était resté sans voix. Dans les heures qui suivirent l'intervention de Lecornu à Buenos Aires, les médias mondiaux explosèrent. « La France humilie Trump », titrait-il. « Lecornu détruit le président américain », analysait la British Broadcasting Corporation. « Un nouveau leader européen défie l'Amérique », commentait Der Spiegel. Mais les réactions les plus importantes vinrent des États-Unis même. Mais ce qui se passait en coulisses était encore plus révolutionnaire. Dans les capitales européennes, les téléphones ne cessaient de sonner. Bruxelles appelait Paris pour organiser une coordination européenne face à l'Amérique. Berlin voulait savoir si la France était prête à prendre la tête d'une nouvelle politique européenne. Rome proposait un axe France-Italie pour contrer l'hégémonie germano-américaine. Londres, elle-même, malgré le Brexit, cherchait un rapprochement avec cette France qui osait tenir tête à Trump. Ce que Lecornu ignorait encore, c'est qu'à cet instant précis, dans les sous-sols du Pentagone, une réunion d'urgence était en cours. Les généraux américains, qui avaient vu leur président humilié en direct, s'interrogeaient. Si nos alliés européens commencent à nous défier publiquement, que devient notre stratégie mondiale? Pour la première fois depuis 1945, l'establishment militaire américain doutait de l'automaticité de l'Alliance atlantique. Au même moment, dans les bureaux de la Central Intelligence Agency à Langley, les analystes travaillaient jour et nuit pour comprendre ce phénomène, le cornu. Qui était vraiment cet homme qui avait osé humilier leur président? D'où venait sa confiance? Avait-il des soutiens secrets? Les espions américains découvraient avec stupéfaction qu'ils n'avaient aucun dossier sérieux sur le premier ministre français. Il était resté sous leur radar, et c'est exactement ce qui avait permis son coup de maître. En France, l'effet politique fut sismique. Les sondages qui donnaient Lecornu à 23% d'opinion favorable avant le groupe des 20 le propulsèrent à 67% en 48 heures. Plus extraordinaire encore, même l'opposition commençait à le soutenir. Marine Le Pen déclarait « Je ne suis pas d'accord avec sa politique, mais au moins il défend la France. » Jean-Luc Mélenchon ajoutait « Enfin un dirigeant français qui ne s'aplatit pas devant Washington. » Cette union sacrée inédite inquiétait profondément l'Élysée. Emmanuel Macron, depuis sa retraite dorée, voyait son successeur réussir là où lui avait échoué pendant 7 ans, incarner une France fière et respectée. Les macronistes historiques étaient partagés entre la fierté de voir leur protégé réussir et l'amertume de constater que leur mentor avait été trop timoré. Mais c'est à Washington que l'onde de choc fut la plus dévastatrice. Dans les couloirs de la Maison-Blanche, l'ambiance était funèbre. Les conseillers de Trump savaient qu'ils venaient d'assister à un tournant historique. « Monsieur le Président », osa dire son chef de cabinet, « peut-être faudrait-il envisager des excuses publiques. » Trump explosa. Des excuses à ce gamin français? Jamais. Mais au fond de lui, il savait que sa présidence venait de prendre un coup fatal. Le plus préoccupant pour Trump, c'est que l'humiliation venait de l'intérieur. Les républicains du Congrès commençaient à prendre leur distance. « Le président nous met dans l'embarras », confiait anonymement un sénateur au Politico. « Comment défendre un homme qui se fait ridiculiser par un Français ?» lançait un représentant de Floride. Pour la première fois depuis son retour au pouvoir, Trump sentait le sol se dérober sous ses pieds. Les démocrates, eux, ne savaient plus sur quel pied danser. Comment critiquer Trump quand c'est un dirigeant étranger qu'il fait à leur place et de manière si efficace? Joe Biden, depuis sa retraite dans le Delaware, regardait les images en boucle avec un mélange d'admiration et de regret.
J'aurais dû le faire moi-même, confiait-il à ses proches. Pendant ce temps, Lecornu découvrait une nouvelle dimension de son succès. Les appels affluaient du monde entier. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky voulait le rencontrer en urgence. Le premier ministre britannique sollicitait un entretien bilatéral. Même le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies demandait une audience. En 4 minutes, le premier ministre français était devenu l'homme le plus sollicité de la planète. Mais l'appel qui l'émut le plus vint d'un endroit inattendu, l'Assemblée nationale française. Pour la première fois depuis sa nomination, l'opposition acceptait de reporter ses motions de censure. « On ne tire pas sur un homme qui vient de redonner sa fierté à la France », déclarait même le président des Républicains. Cette trêve politique inédite donnait à Lecornu une marge de manœuvre qu'aucun premier ministre n'avait eue depuis des décennies. 3 jours après Buenos Aires, Trump essaya de reprendre l'initiative. Il organisa une conférence de presse à la Maison-Blanche, espérant minimiser l'incident. Mais les journalistes américains, enhardis par l'exemple français, se montrèrent plus agressifs qu'à l'habitude. « Monsieur le Président, pourquoi n'avez-vous pas répondu aux accusations du premier ministre français? Comptez-vous vous excuser auprès des alliés européens? Votre silence face à Lecornu ne montre-t-il pas une faiblesse? » Trump essayait de botter en touche. « Ce Lecornu, personne ne le connaît. La France traverse une crise terrible. Il cherche juste à faire diversion. » Mais plus il parlait, plus il enfonçait le clou. Sa nervosité était palpable, sa colère évidente. Les journalistes avaient trouvé la faille. Trump ne supportait pas qu'on évoque son humiliation face aux Français. Les faits dominos commençaient à jouer dans le monde entier. Au Canada, Justin Trudeau, inspiré par l'exemple français, refusa publiquement une demande commerciale américaine jugée abusive. En Allemagne, Olaf Scholz annonça que l'Europe devait développer son autonomie stratégique face aux États-Unis. En Italie, Giorgia Meloni évoquait la nécessité d'une fierté européenne face au diktat américain. Mais c'est en Asie que l'effet fut le plus spectaculaire. Le Japon, allié traditionnel des États-Unis, commença à évoquer une politique plus indépendante. La Corée du Sud remit en question certains aspects de sa coopération militaire avec Washington. Même l'Australie, membre des Five Eyes, s'interrogeait sur sa dépendance américaine. Le message était clair. Si la France pouvait dire non à l'Amérique, pourquoi pas les autres? Ce que peu de gens savaient, c'est que Lecornu lui-même était surpris par l'ampleur des réactions. Dans l'avion qui le ramenait à Paris, il confiait à ses conseillers « Je pensais défendre la dignité française. Je n'imaginais pas déclencher une révolution diplomatique. » Son directeur de cabinet lui répondit « Monsieur le Premier ministre, vous avez libéré quelque chose que beaucoup de dirigeants avaient sur le cœur. Vous avez donné l'exemple. » L'atterrissage à Roissy fut triomphal. Malgré l'heure tardive, des centaines de Français s'étaient rassemblés pour accueillir leur héros. Pour la première fois depuis des mois, on entendait la Marseillaise chanter avec fierté et non avec ironie. Les images de cette foule en liesse firent le tour du monde, confirmant que quelque chose avait fondamentalement changé en France. Le lendemain, Lecornu se rendit à l'Assemblée nationale pour un discours exceptionnel. L'hémicycle était comble, l'atmosphère électrique. Quand il prit la parole, un silence religieux s'abattit sur les députés. « Mesdames et messieurs les députés, commença-t-il, hier à Buenos Aires, ce n'est pas Sébastien Lecornu qui a parlé, c'est la France. C'est cette France éternelle qui refuse de courber l'échine devant quiconque. » Les applaudissements furent nourris, venant de tous les bancs. Pour la première fois depuis des années, droite et gauche applaudissaient ensemble. Marine Le Pen se leva, imitée par Jean-Luc Mélenchon, puis par l'ensemble de l'hémicycle. Lecornu venait de réaliser l'impossible, réconcilier les Français avec eux-mêmes et avec leurs dirigeants. Mais le plus symbolique arriva en fin de séance. Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, prit une initiative sans précédent. Elle proposa un vote de confiance exceptionnel au Premier ministre. Le résultat fut stupéfiant. 498 voix pour, 79 contre, 0 abstention. Jamais dans l'histoire de la Ve République, un Premier ministre n'avait obtenu un tel score. Les semaines suivantes confirmèrent que la France était entrée dans une nouvelle ère. Les manifestations blocus cessèrent complètement. L'économie se stabilisa, la bourse remonta, le moral des Français également. Les sondages d'image s'améliorèrent.
Pour la première fois depuis des années, être français redevenait quelque chose dont on pouvait être fier. 6 mois après Buenos Aires, les relations transatlantiques avaient fondamentalement changé. L'Alliance atlantique n'était plus une relation de vassalité, mais un véritable partenariat d'égal à égal. Et tout avait commencé par 4 minutes de courage français, tapant leurs doutes sur la méthode Trump. Ce Français a dit tout haut ce que nous pensons tout bas, confiait un sénateur républicain au Washington Post. Pour la première fois depuis son retour au pouvoir, Trump faisait face à des critiques dans son propre camp. En France, l'effet fut encore plus spectaculaire. Les manifestations blocus cessèrent brutalement. Les grévistes retournèrent au travail. La bourse de Paris remonta de 8% en une journée. Le peuple français découvrait qu'il avait un leader capable de tenir tête à Trump, et cela changeait tout. « Pour la première fois depuis des mois, je suis fier d'être français », déclarait un manifestant parisien à la caméra de BFM. Sébastien Lecornu était devenu en 4 minutes le leader européen qui avait osé dire non à Trump. Mais il restait humble face à ce succès inattendu. Dans l'avion qu'il ramenait à Paris, il confia à ses conseillers. Ce n'était pas personnel, c'était nécessaire. Quelqu'un devait rappeler à l'Amérique que l'Europe n'est plus leur colonie. 3 jours après le groupe des 20, Trump organisa une conférence de presse à la Maison-Blanche pour clarifier sa position. Mais les journalistes ne parlaient que de sa confrontation avec Lecornu. « Monsieur le Président, comment répondez-vous aux accusations du premier ministre français? Êtes-vous embarrassé par votre silence face à Lecornu? Comptez-vous vous excuser auprès des alliés européens? » Trump essayait de minimiser ce Lecornu. Personne ne le connaît. La France traverse une crise terrible. Il cherche juste à faire diversion. Mais plus il parlait, plus il confirmait que les mots de Lecornu l'avaient touché au cœur. Sa colère était palpable, sa frustration évidente. Pendant ce temps, Lecornu recevait des appels de félicitations du monde entier. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'appela personnellement pour le remercier. Le chancelier allemand exprimait son admiration. Même le président chinois, Xi Jinping, faisait transmettre un message respectueux. En 4 minutes, le premier ministre français était devenu une figure géopolitique majeure. L'effet le plus remarquable fut sur l'Alliance atlantique elle-même. Les pays européens, enhardis par l'exemple français, commencèrent à tenir tête aux exigences américaines. L'Allemagne refusa d'augmenter ses achats d'armes américaines. L'Italie rejeta les pressions sur ses relations commerciales avec la Chine. L'Europe découvrait qu'elle pouvait dire non à l'Amérique sans que le monde s'effondre. 6 mois après Buenos Aires, les relations transatlantiques avaient fondamentalement changé. L'Alliance atlantique n'était plus une relation de vassalité, mais un véritable partenariat d'égal à égal. Et tout avait commencé par 4 minutes de courage français. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Ce que personne n'avait anticipé, c'est l'effet que cette confrontation allait avoir sur Trump lui-même. L'homme qui avait bâti sa carrière sur l'intimidation et la domination psychologique découvrait pour la première fois ce que signifiait être humilié publiquement. Et cela le rongeait de l'intérieur. Dans les semaines qui suivirent Buenos Aires, l'entourage de Trump nota des changements inquiétants dans son comportement. Il devenait obsédé par Lecornu. Surveillait chaque déclaration du premier ministre français, explosait dès qu'un journaliste évoquait leur confrontation. « Il faut qu'on détruise ce Français », répétait-il lors de ses réunions matinales, au point que ses conseillers commençaient à s'inquiéter sérieusement. Le 15 octobre 2025, exactement 1 mois après Buenos Aires, Trump commit l'irréparable. Lors d'un rassemblement en Floride, devant 15 000 supporters, il se laissa aller. Ce Lecornu, ce petit Français arrogant, il croit qu'il peut m'humilier. Je vais lui montrer ce que c'est que la vraie puissance américaine. Nous allons isoler la France, nous allons la faire plier. La foule applaudit, mais les caméras filmaient. En quelques heures, ces images faisaient le tour du monde. L'effet fut désastreux pour Trump. Menacer publiquement un allié, parler de le faire plier, c'était exactement le comportement d'autocrate que Lecornu avait dénoncé. Les médias américains, même les plus conservateurs, furent obligés de critiquer leur président. Trump confirme les accusations françaises, titrait le Wall Street Journal. Le président menace un allié démocratique, analysait USA Today.
En Europe, la réaction fut immédiate et unanime. Pour la première fois depuis 1945, les 27 pays de l'Union européenne publièrent une déclaration commune condamnant les menaces inacceptables du président américain envers un pays membre. L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord elle-même, dans un communiqué diplomatiquement mesuré mais politiquement explosif, rappelait que les Alliés se traitent avec respect mutuel. Mais c'est Le Cornu qui eut la réaction la plus habile. Au lieu de répondre par l'agressivité, il choisit la dignité blessée. Lors d'une conférence de presse à Matignon, il déclara simplement « Je regrette que le président américain ait choisi cette voie. La France tend toujours la main à ses amis, même quand ils se trompent. » Cette élégance dans la réponse fit encore plus de dégâts à Trump que n'importe quelle attaque directe. L'effet politique aux États-Unis fut immédiat. Les républicains du Congrès, déjà ébranlés par Buenos Aires, commencèrent ouvertement à critiquer leur président. Paul Ryan, l'ancien speaker républicain, sortit de sa retraite pour déclarer « Ce n'est pas ainsi qu'on traite nos alliés. » Même Ron DeSantis, pourtant rival de Trump pour l'investiture républicaine, fut obligé de prendre ses distances. « Nous devons respecter nos partenaires démocratiques. » Dans ce contexte explosif, une révélation allait achever Trump politiquement. Le 5 novembre 2025, le Washington Post publia une enquête dévastatrice basée sur des fuites de la Maison-Blanche. On y apprenait que Trump avait ordonné à la Central Intelligence Agency d'enquêter sur la vie privée de Le Cornu, cherchant des éléments compromettants pour le faire chanter. Plus grave encore, il avait demandé au Pentagone d'étudier des sanctions économiques ciblées contre la France, traitant un allié comme un ennemi. Ces révélations provoquèrent un tollé sans précédent. Utiliser les services de renseignement américains contre un dirigeant allié démocratique était une ligne rouge que même les plus fidèles soutiens de Trump ne pouvaient accepter. Le Congrès, y compris des républicains, vota une résolution de blâme contre le président. C'était du jamais vu. En France, l'indignation fut totale. Le Cornu convoqua l'ambassadeur américain et exigea des explications officielles. Plus symboliquement encore, il annula la visite d'État que Trump devait effectuer en France au printemps 2026. « La France ne reçoit pas ceux qui l'espionnent », déclara-t-il sobrement. Cette phrase fit le tour du monde et acheva de ridiculiser Trump. Mais le coup le plus dur vint d'où Trump s'y attendait le moins. De son propre parti. Le 20 novembre 2025, 15 sénateurs républicains publièrent une lettre ouverte demandant au président de retrouver la dignité de sa fonction. Parmi les signataires, on trouvait des poids lourds comme Mitch McConnell et Lindsey Graham, jusqu'alors fidèles parmi les fidèles. Ce même jour, Le Cornu était reçu en héros au Parlement européen à Strasbourg. Son discours, intitulé « Pour une Europe digne », fut ovationné debout par tous les groupes politiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche. « Nous ne sommes les vassaux de personne », déclara-t-il sous les applaudissements. « L'Europe est un partenaire, pas un protectorat. » Ces mots résonnèrent dans toutes les capitales du continent. L'effet domino continuait à l'échelle mondiale. Le Japon rappela son ambassadeur des États-Unis pour consultation. La Corée du Sud annonça qu'elle réviserait ses accords militaires avec Washington. Le Canada de Justin Trudeau évoquait un recalibrage nécessaire de ses relations avec les États-Unis. L'isolement de Trump devenait planétaire. Dans ce contexte, un événement allait précipiter la chute politique de Trump. Le 15 décembre 2025, lors d'un sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord à Bruxelles, organisé en urgence pour gérer la crise transatlantique, Le Cornu prononça le discours qui acheva définitivement le président américain. « Mesdames et messieurs les dirigeants de l'Alliance », commença-t-il devant les caméras du monde entier. « Nous sommes réunis pour rappeler les valeurs qui nous unissent. La démocratie, le respect mutuel, la dignité des nations. Ces valeurs sont incompatibles avec les menaces, le chantage et l'espionnage entre alliés. » Il marqua une pause théâtrale avant d'asséner. L'Alliance atlantique survivra à Donald Trump. Elle a survécu à des défis autrement plus graves, mais elle ne peut survivre que si elle reste fidèle à ses principes. Et ces principes excluent le mépris et l'intimidation. Les applaudissements furent nourris, prolongés, unanimes. Tous les dirigeants de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, sans exception, applaudirent cette charge contre le président américain. C'était historique. Jamais l'Alliance n'avait ainsi désavoué publiquement le dirigeant de sa puissance tutélaire.
Le soir même, les chaînes américaines diffusaient en boucle ces images humiliantes. Leur président, abandonné par tous ses alliés, applaudissait un Français qui le désignait méthodiquement. Les sondages de popularité de Trump, déjà au plus bas, chutèrent encore de 10 points. Pour la première fois depuis son retour au pouvoir, il était majoritairement désapprouvé par les républicains eux-mêmes. C'est alors qu'intervint le coup de théâtre final. Le 22 décembre 2025, Mike Pence, l'ancien vice-président de Trump, sortit de son silence pour publier une tribune dans le New York Times titrée « Pourquoi je ne soutiendrai pas Donald Trump ». Dans ce texte cinglant, Pence écrivait « Quand un dirigeant français doit rappeler à un président américain les valeurs de la démocratie, c'est que quelque chose ne va pas. » Sébastien Lecornu a montré plus de dignité présidentielle en 4 minutes que Donald Trump en 4 ans. Cette trahison de son ancien vice-président acheva Trump. Les primaires républicaines pour 2028 s'annonçaient comme un calvaire. Ron DeSantis, Nikki Haley, Vivek Ramaswamy, tous les prétendants prenaient leur distance avec le président sortant. « L'ère Trump est finie », titrait Politico. Pendant ce temps, Lecornu était devenu une star internationale. Time Magazine le désigna homme de l'année 2025. Forbes le classa parmi les dirigeants les plus influents du monde. Les universités américaines l'invitaient à donner des conférences sur le leadership moral dans un monde complexe. L'ironie était savoureuse. C'était un Français qui enseignait aux Américains l'art de gouverner. En France, l'effet politique fut durable. Les sondages donnaient Lecornu à 75% d'opinion favorable, du jamais vu sous la Ve République. Plus important encore, la France avait retrouvé sa place sur la scène internationale. Les investisseurs étrangers affluaient, attirés par cette stabilité politique retrouvée. Le CAC 40 atteignait des records historiques. L'économie française, dopée par ce regain de confiance, connaissait sa meilleure croissance depuis 10 ans. Le 31 décembre 2025, dans ses vœux aux Français, Lecornu put faire un bilan qu'aucun de ses prédécesseurs n'aurait osé rêver. Mes chers compatriotes, il y a 1 an, la France doutait d'elle-même. Aujourd'hui, le monde nous respecte à nouveau. Il y a 1 an, nous étions divisés. Aujourd'hui, nous sommes unis. Il y a 1 an, on nous menaçait. Aujourd'hui, on nous écoute. Il conclut par ces mots qui résumaient parfaitement son parcours. En septembre, à Buenos Aires, je n'ai fait qu'une seule chose, rappeler que la France ne s'agenouille devant personne. 4 minutes ont suffi pour que le monde s'en souvienne, et le monde ne l'oubliera plus. L'année 2026 s'ouvrait sur une France transformée, une Europe réconciliée avec sa fierté, et une Amérique contrainte de repenser ses méthodes. Tout cela grâce à un homme de 39 ans qui avait eu le courage de dire non aux plus puissants dirigeants du monde. L'histoire retiendra que le déclin de l'hégémonie américaine a commencé le 15 septembre 2025 à 6h47. Précisément quand Sébastien Lecornu s'est levé dans une salle de Buenos Aires et a prononcé ces mots. « Monsieur le Président Trump, pensez-vous vraiment qu'un pays qui a élu 2 fois un homme accusé de 91 chefs d'inculpation peut donner des leçons de gouvernance au reste du monde? » 4 minutes qui ont changé le monde. 4 minutes où la France a retrouvé sa voix. 4 minutes où l'Europe a redécouvert sa fierté. Et Donald Trump, il n'a jamais oublié ces 4 minutes. Aujourd'hui encore, dans sa propriété de Mar-a-Lago, il rage contre ce petit Français qui a détruit sa présidence. Mais l'histoire a tranché. En politique internationale, la dignité finit toujours par l'emporter sur l'arrogance. La leçon était donnée pour l'éternité.